inscrit et d'être présent sur cette Zoom party. Donc, c'est la troisième de Début qui est l'année. important en plus. Il y a des personnes qui parlent en même temps. Voilà, donc le titre de la présentation aujourd'hui, c'est pourquoi être empathique et comment être empathique. Et donc, c'est un sujet qui a été proposé et qui va être traité par Anne Dansou. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Anne Dansou, elle a fait 20 ans de pneumologie, d'allergologie, de VIH, donc un métier au départ assez technique. Puis, elle est passée à la tabacologie en 2008. Et donc, avec la tabacologie, elle a fait connaissance de l'entretien motivationnel. Et donc là, elle a pris conscience de l'impact du relationnel. Et donc maintenant, elle est formatrice en entretien motivationnel depuis 2015 et elle est responsable de l'UCT du CHU de Tours. Voilà, donc je te laisse la parole, Anne, pour nous présenter ton sujet. Alors, merci beaucoup, Cathy. C'est ça, hein, c'est bien. Il s'agit bien de moi. Je suis ravie de traiter de ce sujet parce que dans 6 mois, je serai à la retraite et c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur avec les étudiants, bien sûr, avec les malades, de respecter cette manière d'être qui, à mon avis, n'est pas appréciée à sa juste valeur. C'est-à-dire que je pense que on met pas assez de mots là-dessus pour expliquer que si on est empathique avec un fumeur, il va revenir. Si on n'est pas empathique avec un fumeur, on le reverra pas. On peut lui faire toutes les prescriptions du monde, on va pas le revoir. Alors, j'ai fait faire à une jeune médecin généraliste une thèse sur le réflexe correcteur, c'est toutes les manières d'être non empathique qui sont décrites en entretien motivationnel pour rectifier quelqu'un, rectifier sa posture. C'est bizarre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On entend des choses. Il faut que tout le monde éteigne son micro. Ouais, donc il vaut mieux Oui. éteindre. Et puis, en fait, si vous voulez intervenir, le mieux, c'est d'envoyer un chat. Cathy, elle va surveiller le chat. Et puis, c'est également sinon, de lever la main. Cathy, elle regardera. Parce que moi, je suis devant mon PowerPoint et j'arriverai pas à tout faire. Donc, j'étais en train de vous dire, comme Après anecdote, les questions, Anne, plutôt un peu vers la fin quand même pour pas te couper sans cesse. on fera les questions à la fin, parce qu'effectivement, sinon, ça va être brouillon. Donc, j'étais en train de vous raconter le mot d'une de mes médecins qui a fait sa thèse avec moi sur le réflexe correcteur en médecine générale. Ce qu'elle m'a dit, cette Léa, elle m'a dit, toutes nos études de médecine, on nous dit qu'il faut être empathique, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'empathie. Donc, je pense que c'est important d'expliquer, hein, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est l'empathie. Donc, il va y avoir un petit peu sans que ce soit trop lourd, mais quand même un petit peu de théorie, parce que ça fait vraisemblablement partie de la mauvaise réputation de l'empathie, c'est qu'on n'a pas bien compris ce que c'est. On la mélange avec la sympathie ou on la mélange avec la contagiosité émotionnelle. Les autres postures relationnelles, une petite présentation sympa de Carl Rogers, qui est vraiment le pionnier, qui a très très bien parlé de l'empathie dans les années 50. Concrètement, l'empathie, comment faire, les composantes de l'empathie, les échelles d'empathie, parce que pour les plus rationnels d'entre vous, ça se mesure, l'empathie. Qu'est-ce que c'est qu'une communication empathique? Qu'est-ce que ça veut dire les barrages de Gordon? Ce sont des barrages à l'empathie, à l'écoute active. Là, non, sur l'audio, là, il n'y a rien à faire, là. Oui, on voit qu'il y a du son, mais ça ne sort pas. Quel impact de l'empathie? Vous m'entendez pas? Il y en a qui n'entendent pas. Alors, revoyez revoyez votre ordi parce que les autres m'entendent, hein. Il n'y a pas de son. Vous m'entendez Tout à l'heure, pas? hein. Bah Merci oui, de mais faire- c'est le fait d'avoir fait ça qu'il n'y a plus de son, je te dis. Merci de fermer votre micro. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est
la reconnaissance, la compréhension des sentiments et des émotions. Une émotion, c'est pas tout à fait comme un sentiment. Une émotion, ça va vite, ça jaillit. Un sentiment, c'est un peu plus chronique. Et aussi des croyances d'une personne. Et dans le cas de la croyance, on va plutôt parler d'empathie cognitive. Dans la vie courante, quand on dit quelqu'un est empathique, on dit il se met à la place des autres. Alors, pour être empathique, il faut arrêter d'être centré sur nous, je dirais sur notre petite personne, et puis il faut surtout essayer d'aller, vous verrez, il y a un très joli petit dessin allégorique, changer de colline, aller monter sur la colline de l'autre pour comprendre qu'est-ce que c'est sa vie, qu'est-ce que c'est sa perception, pourquoi il a cette croyance, d'où est venue cette croyance, qu'est-ce que ça lui apporte? Parce qu'en fait, évidemment, en tabaco, en addicto, on se heurte à quelque chose de compliqué. On se heurte au fait qu'une cigarette, pour un patient, c'est beaucoup la gestion de ses émotions. Et donc, on pourra faire tous les conseils du monde, on pourra donner toutes les explications du monde, ça ne va pas marcher. Il faut arriver à détricoter ce que le patient a tricoté. Pour arriver à comprendre ce que ça veut dire pour lui, la gestion d'une émotion avec sa cigarette. Quelle est l'émotion? Alors moi, j'espère que vous allez arriver à comprendre ça. Avec mes malades, je suis pareil. À la maison, je suis pareil. Je marche beaucoup en métaphore. C'est ma façon d'être dans la vie. Et pour moi, l'addiction, c'est vraiment comme un iceberg. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de s'attaquer au-dessus de l'iceberg. Vous savez que dans la vraie vie, le dessous de l'iceberg, il est beaucoup plus important que la partie qui dépasse. Et donc, l'idée, c'est d'aller se connecter aux émotions de l'autre et de la restituer. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'écoute, il y a une partie de compréhension en nous, et après, il y a une partie de ce qu'on appelle le reflet, c'est-à-dire de ce qu'on dit à l'autre pour mettre en évidence, pour lui restituer qu'on a compris sa réalité émotionnelle. Alors, évidemment, Cathy, on le voit, cette barre noire là? Non, ça va pas. C'est bon, c'est parti. Donc, il y a beaucoup de mots qui s'entrechoquent. Il peut y avoir des passerelles les uns et les autres. Empathie, compréhension, contagion. Pour les personnes qui pensent que c'est dangereux d'être empathique, je vais me substituer à Serge Tisseron, qui est un psychiatre qui a beaucoup écrit sur l'empathie, qui a écrit aussi sur Tintin. C'est lui qui a compris le secret d'Hergé. Il a écrit un livre qui s'appelle Fragments d'une psychanalyse empathique et Tintin chez le psychanalyste. Il aime beaucoup l'empathie et donc il explique qu'on ne peut pas être trop empathique, que être trop empathique, ça veut dire qu'on est dans la contagiosité émotionnelle et qu'on a oublié que l'autre n'est pas nous. Donc ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de danger à l'empathie. Donc, les différentes définitions, apathique, aprivatif, ça veut dire celui-là, ses émotions, je m'en fiche. C'est pas que je suis mauvais, c'est que je suis fabriqué, pour ceux qui connaissent ProcessCom, je suis fabriqué à ne pas m'intéresser. Non, mais laisse, allez, laisse, Non. ça me déprime. Ah, alors, pour les déprimés, merci de garder, si vous voulez bien, en toute empathie, merci de garder comment je pourrais dire, vos impressions pour vous-même, parce que voilà, l'empathie, c'est une réalité que certains comprennent et d'autres pas d'autres. Donc, aprivatif, ça veut dire je m'en fiche. Sympathique, ça veut dire que j'ai peut-être trop d'élan pour cette personne. Et en fait, l'empathie, c'est que je ressens de la personne. Et la sympathie, ça veut dire que je ressens pour la personne. Donc, il y a quelque chose, évidemment, dans la sympathie qui est piégé. C'est que si on aime trop l'autre, on s'attache trop à l'autre et on va souffrir beaucoup, hein.
L'antipathie, ça veut dire j'ai une aversion pour les émotions éprouvées par autrui. S'il se met à pleurer, ça m'embête, ça me nuit, je sais pas faire et je vais être antipathique. L'altruisme, c'est le comportement mis en place pour soulager autrui de sa souffrance. La compassion, avec une certaine nuance judéo-chrétienne, c'est un sentiment de bienveillance. L'hyperempathie peut être un peu piégée, c'est-à-dire que là, il n'y a pas beaucoup de filtres et la personne hyper empathique, elle sent tellement l'autre qu'elle peut se brûler en fait au contact de l'autre. Et l'alexithymie, ça me paraissait important d'en parler parce que on trouve souvent cette notion d'alexithymie sous l'addiction. Ça veut dire que la personne n'arrive pas à identifier l'émotion qu'elle ressent. C'est un peu comme un adolescent qui dirait ça me saoule, ça me saoule. Et donc, quand on est face à cette personne qui n'arrive pas à identifier ses émotions, on peut essayer avec beaucoup de tact, de subtilité, sans être dans l'interprétation trop, trop musclée, trop évidente, mais d'envoyer des hypothèses de reflets que la personne pourra décliner. Si c'est pas ça, elle pourra dire non, 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 je me sens pas en colère, je me sens plutôt trahi, des choses comme ça. Donc ça va aider l'autre à identifier ce qu'il ressent parce que quand on ressent une émotion et qu'on arrive à la nommer, ça va mieux, ça va vraiment mieux. Alors là, on va aller vite là-dessus, si j'arrive à faire défiler mes affaires. Alors, à quelqu'un qui nous dit, c'est terrible, j'ai encore rechuté, je suis désespéré, je n'y arriverai jamais à arrêter de fumer, on peut lui dire, bah, il n'y a pas de raison de s'affoler. Vous y arriverez la prochaine fois. Donc là, on connecte absolument pas son émotion, qu'elle est désespérée. On est juste factuel, on est juste rationnel, ce n'est pas empathique. On peut être un peu plus dur en disant désespéré, vous n'exagérez pas un peu, c'est raté et puis c'est tout. Donc là, on est dans le registre de l'antipathie. On peut en faire trop. C'est terrible avec tous les efforts que vous avez faits. Donc là, c'est trop. On est dans la sympathie. Et puis, on peut être dans un registre plus empathique. Aujourd'hui, vous êtes très déçu et vous avez perdu votre sentiment d'optimisme par rapport au changement. Vous tenez beaucoup à ce projet. Donc ça, c'est important d'avoir à l'esprit qu'on va terminer sur ce qui est important pour la personne. On ne va pas terminer par vous êtes déçu, on va terminer par vous tenez beaucoup à ce projet. Parce que la personne, elle va rebondir sur ce qui est le plus récent. Alors, Carl Rogers, qui c'est, en 2 mots, c'est un pionnier donc, de l'humanisme américain. Il était d'une famille de 6 enfants. Il a voulu d'abord, au début de sa vie, il s'est intéressé à la théologie, et puis vers 30 ans, il est devenu athée, et puis il s'est intéressé à la spiritualité, et puis au relationnel. Alors, qu'est-ce qui est important pour Carl Rogers? C'est de garder ce regard positif inconditionnel. Et ça, c'est pas du vent, c'est vraiment inconditionnel. C'est-à-dire que la personne, on ne dit pas qu'elle est nulle, la personne, on ne dit pas qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle est naze, qu'elle est ci, qu'elle est ça. C'est vraiment un regard positif, mais vraiment, vraiment inconditionnel. On la voit vraiment sans la juger. Empathie avec cette façon d'aller chercher son émotion et de lui restituer. Et puis cette congruence qui est une forme au fond d'authenticité. Chacun est empathique en restant dans les clous de la théorie à sa façon. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas se tricher, on ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ce que pense Carl Rogers, c'est que chaque patient est le même expert de lui, est le meilleur expert de lui-même et qu'il a une tendance pour aller mieux. Il veut aller mieux, il cherche à aller mieux. Et quand c'est difficile, c'est pas qu'il cherche à s'enfoncer, c'est que pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est ce qu'il a trouvé de mieux à fumer, à boire, etc. Et donc,
l'empathie, c'est la relation centrée sur la personne. Alors, capacité de percevoir avec exactitude le cadre interne de référence de quelqu'un, comme si on était cette autre personne, en veillant à ne pas perdre le comme si. Et ça, c'est important, mettre les chaussures de l'autre, mais sans marcher avec, parce qu'on n'est pas l'autre. Donc, on peut vraiment faire des efforts pour essayer de comprendre ce que l'autre ressent, de lui restituer comment on voit ça, pour voir qu'il se voit dans le miroir, mais on n'est pas l'autre. Quatre composantes à l'empathie. D'abord du cognitif, ça passe par ben voilà, notre intellect, ce qu'on comprend, de l'affectif, de l'émotionnel. Un robot, il ne pourrait pas, absolument pas, refléter de manière empathique. Il faut qu'il y ait quelque chose dans la voix qui se ralentit, dans notre corps, dans notre façon de regarder l'autre. On fait partie de la thérapie. Donc, c'est important de comprendre que l'autre, il est attentif à nous comme êtres humains. Du comportemental, et ça, dans cette affaire comportementale de l'empathie, c'est vraiment écouter, reformuler, écouter, refléter. Et puis, il y a une composante morale, c'est-à-dire qu'au début, on décide d'être empathique. On se forme pour être empathique. On est à la base empathique de manière différente, mais on n'apprend pas beaucoup l'empathie à l'école. Alors, en Norvège, ils font des écoles d'empathie. Ici, à Tours, moi, j'ai demandé au patron de psychiatrie, je fais 2 heures de cours sur l'empathie aux 3e année de médecine et 4 heures sur l'entretien motivationnel. Donc, ils peuvent décider d'être empathiques, mais évidemment, la médecine ou tous les métiers de soins, c'est basé beaucoup sur le compagnonnage et on sait que ben voilà, dans certains services, c'est beaucoup faire des articles, etc. Et puis, on ne met pas beaucoup l'accent sur ce savoir-être, et le savoir-être, il est compliqué. Alors, bien sûr, la compréhension empathique, ça n'implique pas d'adhérer aux pensées. Ça ne veut pas dire je suis empathique, je répète, je reflète ce que mon malade a dit. Ça ne veut pas dire que moi, je me mets dans ses idées et que quelqu'un qui me dit mais écoutez, vos patchs, ça ne m'aide pas du tout, c'est zéro, ça ne sert à rien. Je ne pense pas ça, mais je vais lui répéter ce qu'il a dit. Alors, à propos de l'écoute, écouter pour comprendre et ne rien faire d'autre. Alors j'aime bien ça, j'aime bien cet auteur anonyme qui dit « Le plus grand problème dans la communication, c'est que nous n'écoutons pas pour comprendre, mais pour répondre, comme si finalement c'était notre positionnement, euh, comment dire, notre jugement, notre posture, notre expertise qui se joue. Et en fait, l'expertise, elle ne se joue pas dans le fait de se positionner un tel ou un tel. L'expertise, pour les gens qui aiment l'empathie, elle se joue dans la manière d'écouter, dans la manière de refléter, dans la communication. Donc, le fait de faire l'effort d'aller dans le monde de l'autre, ça lui permet de se sentir compris et ça entraîne beaucoup d'apaisement, beaucoup d'ouverture à l'échange pour ceux qui connaissent l'entretien motivationnel, parce qu'au fond, l'entretien motivationnel, c'est l'empathie dans le changement, l'empathie au profit du changement. Ça évite que le patient résiste et ça évite qu'on se fasse la guerre avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, Thomas Dansembourg, c'est un avocat belge qui s'est transformé petit à petit en psychothérapeute. Il dit « Rejoindre l'autre là où il est et pas là où j'aimerais qu'il soit, où j'aimerais l'amener. Pour cela, il faut tolérer que l'autre s'exprime et pense comme il le souhaite,
sans interférer, sans ramener à soi et à ses propres justifications. Et il dit, je commence par la fermer. Donc, c'est sûrement très sage d'écouter vraiment, d'écouter avec notre cœur, hein. Alors, il rajoute un peu comme le pêcheur, hein, vous savez, vous connaissez cette fable allégorique. L'idée, c'est de ne pas donner du poisson à quelqu'un, c'est de l'apprendre à pêcher. Avec la gestion de nos émotions, c'est un peu ça. L'histoire de l'empathie, c'est que quand on écoute quelqu'un, d'abord, de se sentir écouté, il se sent plus intéressant, il se sent légitime d'éprouver ce qu'il éprouve, et petit à petit, il peut comprendre que les émotions, il peut arriver à les modifier. Alors c'est vrai que c'est dur parce que l'addiction, c'est cristallisé toute ma vie. Quand j'ai été en colère, j'ai fumé, des choses comme ça. Bon. Et en même temps, quand on l'a fait une fois et qu'on se rend compte que, tiens, ben, cette colère-là, j'ai réussi à la vivre sans fumer, ben, on prend confiance dans ses ressources au changement. Donc, c'est une aventure, c'est un peu comme une partie de cartes. On ne connaît pas les cartes de l'autre et le but, c'est de partir à la découverte de la manière de voir les choses de votre patient et comprendre sa carte du monde, sa manière d'aborder le monde. Alors, aujourd'hui, on va surtout parler d'écouter, de refléter. Bien sûr, les questions ouvertes, ça fait partie de l'empathie. On ne peut pas être empathique avec des questions fermées, c'est impossible, parce que ça n'appréhende pas du tout le monde de l'autre. Qu'est-ce qu'il nous dit Goethe, qui est un peu le Léonard de Vinci parler est un besoin, écouter est un art. Vraiment, c'est difficile de bien écouter, ça s'apprend. On devient meilleur, c'est les malades qui deviennent meilleurs. Alors, j'ai envie de vous raconter un peu, puisque en 15 ans, j'ai beaucoup évolué dans ma manière de communiquer, de parler, d'écouter. Et je pense que c'est les malades qui m'ont le mieux appris. Bon, bien sûr, c'est l'AFDEM, Association francophone de diffusion d'entretien motivationnel, mais c'est les malades, parce que quand je ne faisais pas des bons reflets et qui commençaient à repartir dans la contestation, dans la résistance, j'ai compris que mes reflets, ils n'étaient pas terribles et je les ai améliorés petit à petit. Et vraiment, je pense que c'est important. Donc, l'écoute, c'est important. Il y a le non-verbal, comment on regarde l'autre, en sachant que selon les cultures, c'est un peu différent. Comment on est installé dans la pièce? Est-ce que l'expression de mon visage, de notre visage, il est juste? Est-ce que la personne me voit gênée, elle me voit tranquille, etc. Tout ça, ça compte. Alors, qu'est-ce qu'il veut le patient? Il veut une relation de travail avec du respect mutuel, se sentir en confiance, s'accorder sur les objectifs de changement et collaborer sur des tâches négociées. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que je me sens respectée par cet intervenant? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il me comprend? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je peux en placer une? Est-ce qu'il m'offre des options ou bien j'ai juste une seule chose? Et est-ce qu'il cherche à négocier ou à imposer? Alors, j'aime beaucoup ce petit dessin. Ça m'a été donné par la diététicienne de notre service, qui est formée en entretien motivationnel et qui sait que j'aime beaucoup comment dire, cette littérature, même si c'est du dessin sur l'empathie, sur la relation à l'autre. L'art d'aller sur la cuisine, lapsus, sur la colline de l'autre. Donc, le petit bonhomme en orange, il dit les pommes sont rouges. Effectivement, du côté où il est, il voit le pommier avec les pommes rouges. Et puis, le petit bonhomme bleu dit non, les pommes sont vertes. Et quand le petit bonhomme en orange descend et va sur la colline du petit bonhomme bleu, il arrive à voir que l'autre voit les pommes vertes. Alors, l'écoute active, ça veut dire écouter et refléter avec mon cœur du mieux que je peux, avec ma personnalité et en même temps en me mettant dans les souliers de l'autre juste un instant. À quelqu'un qui a dit « être fumeur m'angoisse ». Avec tous les problèmes de santé qu'on voit, les infarctus,
Je fume peu le week-end ou pendant les vacances. C'est surtout quand je travaille que j'en ai besoin à cause du stress. Alors, quand je fais des formations d'entretien motivationnel, je dis toujours aux participants d'essayer d'imaginer, de mettre un petit coup de stabilo sur les mots importants, les mots qui doivent se retrouver dans le reflet. Donc, on peut choisir un reflet numéro 1 qui serait « Être fumeur vous angoisse ». On peut choisir de dire « Votre problème avec le tabac est en lien avec le travail ». Et là, je dois dire que le choix qu'on fait de telle ou telle proposition, c'est un peu de l'art qui se fait petit à petit. Ça s'apprend. Petit à petit, on se sculpte, on devient un peu meilleur. Et puis, ça peut être, d'un côté, un reflet plus valable, plus construit. D'un côté, c'est le stress qui vous pousse à fumer. D'un autre côté, être fumeur vous stresse absolument sans agressivité. Et ça, tranquillement, la personne, elle entend qu'elle est dans une affaire contradictoire et elle entend qu'elle doit résoudre quelque chose. Alors, je pense que vous avez bien écouté comment je fais. Je ne dis pas « être fumeur vous angoisse ?» avec une question, avec la voix qui monte, parce que si je disais ça comme ça, « être fumeur vous angoisse ?» ça montrerait à l'autre que ce qu'il a dit, je le trouve bizarre, je le trouve pas légitime, je m'interroge avec ça et il va se sentir déstabilisé. En tout cas, ce n'est pas empathique. L'empathie, c'est vraiment du miroir. C'est vraiment du miroir. L'autre se voit dans ce qu'il a dit au travers de nos paroles. Alors, cette petite fille, le dessin de Bansky, elle a 4 ans et demi. Son ballon s'est envolé. Elle pleure, elle est inconsolable. Que vont dire les parents, à votre avis? Qu'est-ce que ce serait une parole empathique à votre égard? Qui a envie de prendre la parole? Il faut juste ouvrir votre micro et puis accepter de participer. Si je suis toute seule, c'est moins marrant. Moi, je dirais, tu as laissé partir ton ballon s'est envolé. Ton ballon s'est envolé, mais en fait, l'empathie, c'est rejoindre l'autre sur son émotion, pas tellement sur le concret. Mais là, l'émotion cet enfant, je ne sais pas trop ce que c'est difficile à voir. Elle est pleine de larmes, en fait. Elle a Ah 4 ans. d'accord, je n'avais pas vu ça. En fait, c'est moi qui l'imagine pour Ah moi, oui, pour mon affaire. Elle est inconsolable et elle pleure. Elle a 4 ans et demi. tu es triste parce que ton ballon s'est envolé. Voilà, et donc là, vous avez bien mis la bonne intonation, il n'y a pas de questionnement. C'est un feedback sur l'émotion de cette petite fille. Et si notre compte est bon, elle doit s'arrêter de pleurer. Pourquoi? Parce que les pleurs, c'est juste un signal pour renvoyer aux parents qu'elle est triste. Merci. Alors, le reflet, ça permet aux patients de s'entendre. Ça permet de s'assurer qu'on comprend ce qu'il veut dire, ça diminue les résistances du patient, ça l'encourage à élaborer sa réflexion, ça contribue au sentiment d'être écouté et compris, et c'est donc un ton affirmatif, une constatation, ce n'est pas une question. Ça, c'est très important. Si on le fait sous forme de question, ça ne va pas marcher comme de l'empathie, puisque l'autre, il se dit « mais je ne suis pas compris, c'est bizarre ce que je raconte ». Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment, même si c'est des choses très bizarres que les personnes nous disent, c'est leur vision, c'est leur subjectivité, il faut marcher avec ça. J'ai envie de vous dire qu'en matière de fond et de forme, c'est Victor Hugo qui a dit que la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. En tout cas, j'en suis persuadée avec l'empathie. Plus on est dans la parole des autres, à dire, à répéter leurs mots, à parler de leur vision des choses, plus on devient, mais vraiment authentiquement empathique. Alors, n'ayez pas peur avec cette diapo. Les reflets, ça peut être sur l'explicite quelque chose d'évident. On reprend les mêmes mots que la personne. Voilà. Alors, c'est pas génial et en même temps, ça marche. Ça marche vraiment.
On peut faire de la paraphrase avec des synonymes. À quelqu'un qui a dit « Je suis très triste depuis ce deuil », on va dire « Le décès de cette personne vous remplit de chagrin. Ah oui, vraiment, parce que c'était quelqu'un que j'adorais, il m'a beaucoup appris, etc., etc. » On peut chercher à préciser les émotions. « Je suis très mal moralement, vous êtes en difficulté, c'est éprouvant pour vous. » Et on peut essayer de faire une hypothèse. Par exemple, vous êtes en colère. Et si ce n'est pas ça, la personne va rectifier. Elle va dire « Non, je ne me sens pas en colère, je suis déstabilisée, j'imaginais pas ça », par exemple. On peut chercher à préciser le sens. Vous savez, il y a beaucoup de patients fumeurs qui pensent qu'ils ne sont pas dépendants du tabac. Donc, on peut dire, quand ils disent « je ne suis pas accro au cannabis », vous pouvez vous dégager des joints, c'est tout à fait faisable. Ou bien, en éco-amplifié, le tabac me rassure. Donc là, on va sans impertinence et sans se moquer, c'est votre garantie de sécurité, le zen absolu. Oh, pas quand même, pas quand même. On peut essayer de faire du double écho. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en commençant. À quelqu'un qui a dit « j'aime fumer, mais ça me coûte cher », on peut dire « vous aimez le tabac et en même temps, ça vous coûte cher ». Ou pour se dégager un peu de certaines communications politiques, on peut dire parce que vous savez que le « et en même temps », il est connoté quand même dans un certain registre, il nous renvoie à une certaine personne. D'un côté, vous aimez le tabac et d'un autre côté, ça vous coûte cher, en faisant bien attention à faire terminer par « ça vous coûte cher ». Parce que si on le met dans l'autre sens, d'un côté, ça vous coûte cher, d'un autre côté, vous aimez le tabac, là, on s'est pris les pieds dans le tapis et ça ne marche pas. Donc, c'est un peu comme aux échecs, c'est stratégique, il faut faire attention à la façon dont on amène les choses. Et puis, le reflet complexe, à quelqu'un qui a dit « je sais bien que si je continue comme ça, je risque d'en mourir », on va lui dire ben, « vous êtes conscient », il a parlé de mourir, on va parler de vivre. On va parler, vous êtes conscient sur ce qui est bon pour vous et c'est votre envie de vivre qui vous pousse à y réfléchir. Et puis, pour ceux qui sont à l'aise, parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais la métaphore, elle parle vraiment à l'émotionnel de l'autre. Donc, quelqu'un qui se sent à l'aise avec les métaphores, c'est vraiment intéressant, les métaphores. Et puis, sinon, ben, voilà, parce que ce serait désolant d'expliquer une métaphore. Donc, si on ne se sent pas, comment dire, sûr avec la métaphore, il faut lâcher. Donc, de Miller et Rolnick, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'ai appris à faire confiance au pouvoir des reflets ». Et dans le bouquin sur l'entretien motivationnel, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est évidemment de la métaphore. Miller et Rolnick disent qu'il y a un effet boucle d'or dans la métaphore. Alors, sûrement, quand vous étiez petit ou petite, vous avez lu Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or, il y a un lit trop grand, un lit trop petit, un lit juste à la bonne taille. Il faut que la hauteur du reflet, elle soit bonne. Trop grand, ça ne marche pas, sauf si on cherche à faire du reflet amplifié. Trop petit, ça ne marche pas. Il y a une espèce de subtilité à faire un joli reflet qui marche bien. Alors, on va aller vite là-dessus. Si j'y arrive. Voilà, c'est le modèle de Thomas Gordon. C'est pour ça que dans la vie, il y a des malentendus entre les gens. Ça peut se déformer entre ce que la personne veut dire, ce qu'elle dit, ce que l'autre entend et ce que l'autre pense que la personne veut dire. Donc, quand on vient dire à l'autre, voilà, ce que tu veux dire, ce que tu penses, c'est ça, eh ben, ça permet d'être beaucoup plus, d'enlever toutes ces difficultés relationnelles et de communication. Donc, écoute réflexive, écoute active, on a parlé de tout ça. L'alliance thérapeutique que connaît bien mon ami Philippe Guichenet, c'est associer empathie, chaleur, professionnalisme et authenticité. Et plus on est chaleureux, plus c'est important d'être professionnel. Et plus on est professionnel, plus c'est important d'ajouter une chaleur à notre manière d'être.
Alors, les pièges, on les reverra après dans les barrages de Gordon, mais tout ça, ça va faire que la personne va tilter, va sortir de la relation. C'est le piège de l'évaluation. Les questions fermées comme un interrogatoire avec des est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. La personne, elle sent qu'elle n'a pas sa place. La communication n'est pas ouverte. L'expert, celui qui s'énerve. Mais enfin, combien de fois, vous avez votre cancer là, combien de fois il faut que je vous dise? Donc, en fait, c'est pas combien de fois il faut que je vous dise, c'est comment vous pourriez me parler différemment qui marcherait mieux, hein. Mais bien sûr, je ne me moque pas du tout. Les professionnels qui sont comme ça dans l'expertise, dans les questions fermées, ils cherchent tout à fait à bien faire. C'est important qu'on soit très empathique avec tous ces professionnels. Ils cherchent à bien faire, mais ils n'ont pas bien la manière d'aborder l'émotionnel de l'autre. Donc, ça ne va pas marcher. Focalisation prématurée, étiquetage, critique, banalité. Alors, on peut peut-être essayer avec vous, là, si certains ont envie de se lancer, de faire des exercices de reflet. Par exemple, depuis la séparation, j'arrive difficilement à reprendre le dessus et j'ai du mal à vivre sans cigarette. Ça me demande toujours beaucoup d'efforts. Qui a envie de s'exercer? Depuis la séparation, j'arrive difficilement à reprendre le dessus et j'ai du mal à vivre sans cigarette. Ça me demande toujours beaucoup d'efforts. Moi, je dirais la séparation vous a beaucoup affecté et la cigarette vous aide à traverser ce moment difficile. Exactement, la cigarette est votre régulateur émotionnel. Ça marche très bien, vous avez le bon ton, vous avez bien... ça ferait du bien à quelqu'un qui a dit ça d'entendre ce que vous avez dit. Je sais que je ne devrais pas continuer comme ça, à manger au fast-food, mais c'est plus fort que moi. Quand je me sens plein, je pense que j'ai bien mangé. Parfois, j'arrive à résister, mais ça ne dure jamais longtemps. On a changé un peu de produit là, mais c'est pas grave, c'est pareil. Qui se lance sur le McDo là? Je sais que je ne devrais pas continuer comme ça à manger au fast-food, mais c'est plus fort que moi. Quand je me sens plein, je pense que j'ai bien mangé. Parfois, j'arrive à résister, mais ça ne dure jamais longtemps. On entend quelqu'un qui essaie de parler, mais le micro est peut-être pas assez fort. Ah, moi, j'entends pas du tout. Et j'ai entendu un petit bruit. Ah, donc ouvrez votre micro, bien sûr, pour prendre la parole, hein, si vous voulez bien. On va terminer comme on va terminer avec quoi, cette histoire-là? Qui Ah, se... il y a Catherine qui voudrait répondre. Ah, Je suis désolée, Catherine. j'ai pas de caméra, donc ah, c'est pas grave, Catherine. Je vois personne en fait. Moi, je vois que vous m'entendez? on t'entend. Oui, oui, vas-y. Moi j'aurais mis vous remplir vous soulage. Oui, D'un côté, vous remplir vous soulage, et d'un autre exactement, côté, vous sentez que c'est pas bon pour vous, vous essayez parfois de résister. exactement. Et C'est comme j'aurais ça. volontairement éludé le ça dure jamais longtemps. Exactement, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut terminer avec je sais que je ne devrais pas continuer. Donc, parfait, ça marche très bien. Le jour où j'ai compris que l'alcool me faisait perdre le sens des responsabilités, je me suis dit que je devais faire quelque chose.
Le jour où j'ai compris que l'alcool me faisait perdre le sens des responsabilités, je me suis dit que je devais faire quelque chose. Donc, on voit bien que c'est pas inné, hein, l'empathie. Hein. C'est pas inné le reflet. Hein. Ça se travaille. Hein. Ah, Catherine qui écrit, du coup, vous vous êtes fait peur avec votre consommation d'alcool et cela vous a motivé pour changer. C'est ça. Donc, moi, dans ma tête, mais parce qu'on n'est pas pareil, j'aurais le mot déclic et le mot prise de conscience. Mais c'est pareil, c'est des synonymes. Ce qui est intéressant, c'est le sens. Hein. Je suis vraiment heureuse d'avoir vaincu la maladie. C'était dur et j'ai avancé malgré tout. Quelqu'un qui se sent... Après, c'est pas grave si on fait des erreurs, hein, c'est comme ça Ah, qu'on bah, apprend aussi, on n'est pas là pour juger. non, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Alors, quelqu'un écrit, Oui, bien que c'est Anne Le Gall de oui, Nantes qui écrit, bien que ce combat fut difficile, vous êtes parvenu à le gagner. c'est ça. Donc là, c'est vaincu, gagné, en mettant bien que ça a été difficile. Ça marche, c'est fluide, c'est c'est bon. Ce traitement de chimiothérapie, ça me déglingue. Je me demande si ça vaut le coup de supporter tout ça. Sur quoi on va mettre notre stabilo, là? Qui a envie de se lancer? Sur ça vaut le coup, ça vaut le coup de supporter ce traitement de chimiothérapie. Non, je sèche là. En fait, cette personne, elle se demande si ça vaut le coup. C'est ça qu'il faut lui renvoyer dans le miroir. C'est son interrogation. Comment vous pourriez dire alors? Vous vous demandez si ça vaut le coup de supporter ce traitement de chimiothérapie. Vous vous demandez si ça vaut le coup de supporter ce traitement très éprouvant. Et en fait, quand on renvoie à la personne ses interrogations, ses limites, et qu'on ne lui dit pas, mais si, il faut le faire, et elle a de l'autonomie, elle peut dire, allez, au fond, je vais le faire, au fond, c'est important. Mais l'idée, c'est que nous, on ne se positionne pas. Un petit dernier, puis après, il y en aura d'autres. Je crois J'avais deux autres réponses, que, Anne, si on a le temps. bien sûr, Alors, une de Elsa Toc, je ne sais pas si on prononce comme ça son nom. allez-y, Elsa. Alors d'Elsa, c'est les effets indésirables du traitement sont difficiles à supporter et vous vous sentez fatigué au point d'avoir envie d'abandonner. Franchement, c'est comme si ça m'a fait passer des vibrations. C'est très réussi, c'est très très réussi, c'est très empathique. Et ça ferait du bien à une personne d'entendre ça parce que c'est très clair, c'est très bien formulé, c'est très empathique. Merci Elsa. Une autre façon? Et la deuxième, c'est Catherine de Bournonville qui dit, Oui, vous posez plein de questions, j'entends ça. oui. Alors,
En fait, en entretien motivationnel et aussi en empathie, on essaie de se débarrasser du je. Parce que le je, c'est pas centré sur la bonne personne. On essaie d'être plus dans le vous que dans le je. Alors le je, il peut venir une fois, c'est pas grave, c'est pas voilà, mais c'est mieux d'être dans le vous. Vous ressentez, vous avez dit, etc. Un dernier, je crois que je ne verrai pas le mari. Alors je suis exigeante, hein, c'est vrai que les jeux, je les aime pas trop parce que on a tendance à se mettre dans. C'est un peu, si vous voulez, pour vous donner une métaphore, je tends le miroir, mais il faut pas qu'on voit mes mains. Il faut que la personne, elle se voit dans le miroir sans qu'elle voie les mains qui tiennent le miroir. C'est ça, se débarrasser du jeu pour moi. Je crois que je ne verrai pas le mariage de mon petit-fils. En mai prochain, je ne serai plus de ce monde. Quand j'y pense, je n'ai plus qu'une envie, boire et fumer. Les grands-parents, ils ont envie d'assister au mariage de leur petit-fils, hein. Qui se lance? Vous savez bien qu'en addicto, en tabaco, c'est plus des histoires tristes qu'on entend que des histoires rayonnantes, hein. En même temps, voilà, c'est la vie. Qui se lance? On le passe alors? Vous en voulez pas? Je, je veux bien Oui. essayer. Oui. Vous pensez que votre addiction à l'alcool et au tabac risque de vous empêcher de ne pas assister à des moments importants de votre famille? Qui est-ce qui me parle là? C'est Béatrice Patty. Pierrot. Qui ça? Béatrice Pierrot. Béatrice. Alors, Béatrice, en fait, à mon avis, la personne qui se voit mourir, c'est pas forcément avec l'addiction qu'elle va mourir, mais c'est Mhm, l'addiction qui l'aide euh, à supporter l'idée qu'elle ne pourra pas assister au mariage du petit-fils. mhm. Donc, c'est les conséquences sur sa santé, en fait. En fait, cette personne-là, elle sait qu'elle est condamnée, elle est très triste parce qu'elle ne pourra pas aller au mariage du petit-fils, et donc, euh, comme elle se voit comme un condamné à mort, eh ben, elle se dit, bon allez, je suis trop triste, je bois et je fume. Mhm. On y Je ne le va? comprenais pas du tout comme ça, la phrase, Ah, effectivement. vous l'avez pas compris. On y va, Béatrice, alors, avec avec Hmm, mes commentaires? oui, faut que je réfléchisse maintenant à la manière dont... Vous allez l'amener. hmm, euh, oui, parce qu'il y a la mort et comment l'amener? Hmm. Est-ce que Nathalie peut vous aider? J'ai une proposition de Nathalie. Allez, Nathalie. Alors, même il y a plusieurs propositions. Donc, la première, c'est vous avez des doutes sur votre présence au mariage et cela vous donne envie de reconsommer. Oui. Alors moi, j'insisterai sur ce mariage est très important pour vous. Hmm. Ce mariage, c'est fondamental et vous vous sentez frustré et Et ça il faudrait commencer par ça ou là, terminer par ça? il y a pas vraiment, à mon avis, de sens. Alors, on va. Alors, il y a une autre Nathalie où c'est la même, je ne sais pas. Ouais. Alors, vous semblez désespéré par cela au point de laisser l'alcool et le tabac diriger le reste de votre vie. Ouais. Passer du temps. Ah, mais ça a sauté. Ouais, là, on sent bien cette désespérance. Je me permets. Passer du temps avec votre petit-fils semble le plus important pour vous. Oui, c'est ça. Montrer le lien qu'il y a avec lui. Alors, je me permets d'accélérer un peu.
les 12 barrages à l'écoute active, c'est-à-dire des choses, des postures qui vont faire que la personne va arrêter de parler, puisque nous, on arrête d'écouter. Je vous demande, et bien sûr, je ne vous fais pas la morale, mais je vous demande d'essayer d'identifier ce que vous avez tendance à faire, ce que vous aviez tendance à faire. Dire à l'autre qu'on est d'accord. Je suis d'accord avec vous, vous avez raison de faire comme ça. Pourquoi c'est mauvais d'approuver, donner son accord? Alors, c'est pas moi qui ai inventé ces barrages de Gordon, hein, c'est Gordon, et il les appelle The 30 Dozen, la douzaine sale, il y en a 12. C'est en fait tout ce qui va faire écran à l'écoute active. Euh, la personne, elle va s'arrêter, elle peut plus continuer à parler. Bah, on est dans le jugement. C'est ça, c'est une forme de jugement, comme on pourrait donner notre désaccord. Effrayé, menacé. Si vous continuez comme ça, vous allez refaire un AVC. Pourquoi ça ne marche pas, la menace? Ça attise les résistances, non? Totalement. Et puis, on sait que c'est un peu comme un levier de motivation extrinsèque. Il y a beaucoup de soignants qui essayent la technique de la menace. Ça marche rarement, hein, ça marche très rarement. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'autre se dit, bah, il exagère. Et puis, c'est de la motivation extrinsèque. C'est un peu comme appuyer sur une pédale, mais d'accélérateur au changement. Dès qu'on arrête d'appuyer, ça ne marche pas parce qu'en fait, ce n'est pas de la motivation intrinsèque, ça ne vient pas de l'autre. Alors, il y en a un qui est un peu subtil, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui pensent bien faire, c'est rassurer, consoler. Pourquoi c'est négatif de rassurer, consoler? De dire, par exemple, bah, écoutez, on a tous des moments négatifs dans la vie, hein. On a tous des moments difficiles, hein. Pourquoi c'est mauvais? Vous inquiétez pas trop, vous inquiétez pas tant que ça. En fait, c'est pas empathique, c'est plus de l'apathie. C'est pas empathique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça met pas du tout le doigt sur l'émotion de l'autre. Donner des conseils, fournir la solution, faire des suggestions. Bah, écoutez, ce que vous allez faire maintenant, quand vous allez avoir envie de fumer, vous allez prendre un bouquin, vous allez faire ci. Pourquoi c'est mauvais? Parce que ça correspond peut-être pas toujours à ce que souhaite le patient. Voilà, ça vient pas de lui et donc on peut imaginer tout ce qu'on veut dans la mesure où ça vient pas de lui. C'est comme un cheveu sur la soupe, ça marche pas. Persuader, argumenter, démontrer. Donc, si vous arrêtez de fumer, vous allez faire des économies, puis vous allez arrêter d'engraisser l'industrie du tabac. Pourquoi ça marche pas? Parce que, Stéphanie, parce que je veux dire, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Persuader, argumenter, démontrer. C'est-à-dire, au fond, l'attitude concrète, factuelle, les raisons. Oui, on ne comprend pas ses émotions, en fait. C'est exactement ça. L'émotion est hors jeu, elle n'est pas du Mm. tout connectée. Ordonner, diriger, commander. Ben, à partir de lundi, vous allez changer votre trajet, vous ne passerez plus par le bureau de tabac. Vous allez m'écouter, vous allez le faire. Pourquoi ça ne marche pas? Bah, parce qu'en fait, on apporte une solution alors que c'est plutôt à lui de la trouver. Ça. Et puis on se met aussi sur un piédestal de toute puissance et l'autre, ben, c'est humiliant, c'est infantilisant, ça donne envie de s'échapper, hein. Si on nous fait ça à nous, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on aime ça? Alors, la morale. Alors, Anne, juste avant de continuer, j'ai une remarque de Dominique Trivio Oui. qui dit, d'un autre côté, approuver et ou donner son accord permet de renforcer la confiance en soi de l'autre. Alors, en fait, c'est parce qu'on va pas dire je suis d'accord avec vous. On va refaire du reflet, on va dire vous êtes très satisfait de m'annoncer que vous êtes passé de 15 cigarettes à 5 cigarettes. C'est-à-dire, on ne va pas approuver, je suis d'accord avec vous. Ça parle de nous, c'est mauvais, ça n'aide pas du tout l'autre à le valoriser.
on le valorise avec ce qu'il a fait, mais on ne dit pas « je suis d'accord avec vous ». J'aurais peut-être dit aussi, vous avez été capable de réduire Vous votre avez été capable. consommation. Voilà, ça marche, ça c'est positif pour l'autre. Alors la morale, est-ce que vous en voulez de la morale? Vous avez bien le temps de faire un peu de marche plutôt que d'allumer vos clopes là. Ben là, on est dans le jugement. Oui, c'est toujours pareil, on est dans quelque chose de négatif, une espèce de position euh, de, de supériorité par rapport à l'autre qui ne lui donne que de l'aigreur et de l'amertume et qui ne peut pas du tout le faire changer et qui croit dans ses capacités. Le jugement, vous faites n'importe quoi, vous n'allez jamais y arriver comme ça. En fait, toutes ces barrières, Anne, en fait, c'est un peu tout la même chose. C'est-à-dire que c'est pas respecter l'autre, en fait, Ça, dans sa c'est personne, en fait. vraiment ça. Chaque verbe qui est en tête de ces barrières montre on ne respecte pas l'autre au sens propre, puisque il y a, d'une façon ou d'une autre, on le juge, bah, d'ailleurs, il y a même un terme, c'est de juger, où on interprète. Enfin, moi, je pense dans ma tête, et l'autre n'existe pas. C'est exactement En fait, ça. on Je peut dire dirais avec des couleurs différentes un peu parce voilà, que c'est ça, plus c'est on ça. C'est pour ça que vole, j'ai l'impression que dans chacune des barrières, on retrouve toujours cet obstacle qui est, j'ai pas écouté, je ne prends pas en compte l'autre. Donc, et du puis coup, on n'est pas empathique, c'est vrai. je veux soit le sauver, je veux soit le Ouais, humilier, je veux soit et ça marche pas parce ouais, que comme tu dis, tu ne respectes pas. Tu t'en fiches de son émotionnel. Alors, c'est pas que tu t'en fiches vraiment, c'est que tu es mal à l'aise et que tu sais pas ouais. vraiment comment faire. Et c'est Bah, compliqué, la preuve, la difficulté qu'on avait tout à l'heure à trouver les bons mots, quoi. c'est vrai. On essaie d'aller un peu plus vite, interpréter, analyser. Vous êtes comme tous les alcooliques, vous êtes dépendant affectif, une espèce de psychanalyse, de prise unique envoyée comme ça au lance-pierre. Ça marche pas. Étiqueter, bah, de toute façon, vous êtes comme tous les fumeurs, hein, vous prenez pas de petit déjeuner. Enquêter, questionner, la machine à questions fermées. euh, Ça, c'est vraiment important de prendre conscience que cette machine à questions fermées, ça ne permet pas à l'autre d'élaborer, de réfléchir et puis changer de sujet. Alors, je ne vais pas résister au fait de partager avec vous, avec empathie, bien sûr, pour ce médecin. Quand je suis passée de la pneumo à la tabaco, il y a 15 ans, j'ai rencontré 56 médecins de mon hôpital pour voir comment ils étaient face aux fumeurs. Et il y en avait un qui m'avait dit, bah, je leur demande, vous fumez? Et puis, quand ils me disent oui, je leur dis, bah, pour le suicide, il y a plus rapide. C'est-à-dire, en fait, faire de l'ironie, de l'humour, ça, je pense que c'est important de bien comprendre que l'humour, ça aide à soulager, à alléger un peu la posture du thérapeute, mais que ça n'aide pas l'autre à réfléchir et à se sentir motivé. C'est vraiment important. Donc, on va continuer, mais très rapidement, pour vous dire que, par exemple, quand on a du diabète, si on a un thérapeute empathique, eh ben, on va avoir une hémoglobine glycosylée et un LDL cholestérol qui va être plus bas que si on a un thérapeute non empathique. Bon, ça, je vais passer. L'échelle d'empathie, eh ben, c'est de se dire, ben oui, mes patients, ils se sentent mieux quand je les comprends. Ou bien, je considère que le fait de comprendre le langage corporel, quelqu'un qui se croise les jambes, qui tourne, qui rebondit sur son strapontin en face de nous, qui est mal à l'aise, tout ça, on peut en tenir compte. Ça, je vais passer. Alors, ce qui est important pour le patient, sentiment d'être compris, sentiment de confiance, ça fait diminuer beaucoup l'anxiété, le stress. Il y a une meilleure observance thérapeutique, un meilleur résultat clinique et sur nous-mêmes, il y a plus de confort, moins de lutte, moins de burn-out, plus de plaisir et on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant.
ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne de manière tranquille, de manière douce. C'est pas, euh, c'est pas magique et en même temps, c'est tellement mieux que de donner des conseils, que de remonter les bretelles. Bon, est-ce qu'on peut apprendre l'empathie en médecine? Ben, vous l'aurez si vous voulez. Bien sûr, ça s'apprend, comme les maths. Ça s'apprend. Serge Tisseron, donc celui qui a écrit sur Tintin, fragment d'une psychanalyse empathique, il explique que ce qui est intéressant dans l'empathie, c'est qu'il y a un juste équilibre entre la composante affective et aussi cognitive. Alors, comment faire de votre empathie une force? Soyez pleinement présent, vraiment, c'est-à-dire on ne se dit pas qu'est-ce qui me reste dans le frigo, où est-ce que j'ai envie d'aller en vacances pour Noël. Parce que si on arrête d'écouter, qu'on se débranche, on ne pourra pas bien reformuler, ça ne va pas bien marcher. Donc il faut vraiment, au début c'est fatigant, hein, presque aussi fatigant que les maths, plus fatigant que les maths. Maîtriser l'art de l'écoute active, donc j'écoute, je reflète. Passer en communication non verbale, comment c'est ma figure, comment c'est mon corps, comment c'est mes épaules et mes mains, utiliser des temps de pause, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi quand l'autre s'arrête de parler parce qu'il réfléchit. Remplacer les conseils par de la curiosité. Dites vous plutôt que je, on est meilleur. On est meilleur quand on dit vous. Vous êtes tracassé, vous vous demandez, vous avez l'impression que les patchs ne marchent pas. Plutôt que je vous dis que les patchs, ça marche. Imaginez le point de vue et puis travaillons sur notre propre lecture émotionnelle. Bon, après, il y en a d'autres, mais je pense que ça suffit. Euh, où en êtes-vous? Comment ça va pour vous? Peut-être que je peux enlever mon partage là. J'arrête, Cathy, le partage? Tu peux, s'il n'y a plus de diapos, tu peux arrêter le partage, c'est pas grave. Je peux vous redonner des choses à reformuler, hein. J'en ai préparé beaucoup, hein. Mais je me demande si vous n'en avez pas. Peut-être qu'il y a des questions, en tout cas, Catherine de Bournonville a dû partir, mais elle te remercie vivement. Voilà, donc c'est gentil. voilà, peut-être laisser la place à des questions directement. Oui. Est-ce que Pas de question, une remarque. Oui, Philippe. Je ne me lasse pas d'écouter Anne, et pourtant, Oh, je l'ai c'est souvent adorable. entendu. C'est adorable, mais bon. Et je voudrais rebondir sur. Moi, il y a eu avant et après l'entretien motivationnel et les TCC dans ma prise en charge du sevrage tabagique, parce que je fais essentiellement ça. Et comme tu l'as dit, pour les TCC, il y a un peu la même chose. Il y a l'alliance thérapeutique et dans l'alliance, il y a bien sûr l'empathie, il y a l'authenticité, c'est-à-dire se sentir à l'aise avec ses propres émotions, la chaleur et le professionnalisme, c'est-à-dire qu'il faut se former à tout ça. Voilà, merci beaucoup Anne en tout cas. Avec plaisir. Alors, Philippe, c'est mon compère quand on fait nos formations entretien motivationnel au congrès de la SFT. Et cette année, on y sera derrière nos ordinateurs puisque ce sera en virtuel. des questions, des commentaires ou Non, merci beaucoup, Anne. C'était toujours un plaisir de t'écouter, d'apprendre toujours, parce qu'en fait, on n'est jamais, on n'est jamais, on n'est jamais aussi bon. Et je pense, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des choses à apprendre, manifestement. Et même si on pense avoir un bon fond sur le sujet, on est souvent en défaut. Et je pense c'est pour ça que c'est toujours bon d'écouter effectivement ce genre enfin, je pense que ce Zoom était très instructif pour tout le monde et encore un grand merci. Avec plaisir. Alors, c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur parce que je pense que c'est une des richesses de notre métier du soin d'arriver à aider l'autre, mais de manière subtile, pour qu'il
pour qu'il se sente un peu coaché, mais coaché de manière délicate. On va un peu dans son monde, mais c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait. Et c'est vraiment génial de voir les gens changer. Vraiment, c'est génial de voir les gens changer. Donc, je regarde tout ce que vous avez dit là dans les propositions pour les... ça fait plaisir de voir tout ce que vous avez dit là. Merci. Donc, ben, pour ceux qui sont intéressés, ben, ça se, ça se polit, ça se travaille. Ça dépend si on en a envie ou pas. Et c'est vrai, c'est pas facile à maîtriser. C'est très exigeant. euh, et c'est vrai, il faut s'entraîner. Mais bon, ça vaut le coup de s'entraîner, hein. Je vous remercie de tous les messages que je vois là. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que les autres changent. D'autres. Alors, il y a une question de Bened, alors je ne sais pas comment on doit prononcer. Comment présenter nos conseils ou outils sans être directif alors? Alors, il y a quelque chose en entretien motivationnel qui s'appelle l'information motivationnelle. On passe par demander, demander, fournir, demander. Par exemple, moi qui suis pneumologue, qu'est-ce que vous savez du lien entre votre BPCO et le tabac? Premier demandé. Deuxième demandé, est-ce qu'on peut en parler? Et si quelqu'un nous dit ah non, 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 je veux, non, non, ça suffit, je veux pas, on s'arrête. Mais moi, je dois dire que, à part une fois où on m'a proposé de mettre mon papier des consultes de Tabaco avec les papiers des témoins de Jéhovah pour allumer le feu, mais sinon, c'est quand même exceptionnel. Les gens, dans la mesure où on est respectueux, on leur dit, est-ce que vous voulez bien qu'on en parle? Ils vont toujours vous dire oui. Ensuite, vous fournissez, voilà, le tabac, ça enflamme vos bronches et c'est pour ça que vous avez ces bronchites à répétition. C'est pour ça que ça siffle dans vos bronches. C'est pour ça que vos bronches se ferment. Et ensuite, le troisième demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans l'information motivationnelle, c'est codifié. On ne peut pas juste, comment dire, on ne peut pas juste dire faites ci, faites ça. Ça vient dans est-ce que vous êtes d'accord pour savoir? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et ça met la personne en posture de participer. participer activement. Voilà. C'est pas la personne voilà. Oui, tout à fait. Moi, j'interviens aussi en éducation thérapeutique, hein. C'est une façon de voir l'autre, pas comme un pauvre malade avec son dossier, là. C'est l'être humain, là. Merci pour tous ces messages. Merci d'avoir été là. Oh, le petit bonhomme avec les étoiles. C'est très gentil, messieurs. C'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui a compris que j'ai gardé ma part d'enfant très, 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 très vivante. Mais C'est du non-verbal. c'est du non-verbal. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bonne pratique, essayez de vous former. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien à nos patients, hein, de les respecter, de les écouter. Des fois, je les regarde quand ils quittent mon bureau. Sincèrement, j'ai l'impression qu'ils font 2 centimètres plus grands parce qu'ils se redressent. Ils se redressent parce qu'ils se sentent bien, ils bombent un peu les pectoraux, tout ça. Et ça, ben, c'est des mouvements de mots, c'est des mouvements, comment on est, qui on est, et puis qu'on on sait pas mieux que l'autre. Bon, moi, j'étais ravie, mais vraiment complètement ravie. Ça me fait plaisir de voir tous ces messages euh, très sympas qui reviennent. Euh, on se dit au revoir, Cathy? Eh bien, un grand merci à toi, Anne.
Franchement, on se lasse jamais de t'écouter. C'est toujours positif. On garde toujours des choses en plus et on avance. Enfin, du moins, on essaye d'avancer dans ce sens-là. Donc, merci. Ça fait Merci plaisir. à toi. Bonne soirée à Et tout le donc, monde. Ça va. bonne soirée et merci à tout le monde d'avoir Merci participé d'avoir été et d'avoir là. été actif. Ouais. Merci d'avoir été là. Merci.